Partie de ce temps d'antenne essentiellement consacré à la candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Henriette Lagou est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez présenté le lundi 22 septembre 2025 lors d'une conférence de presse à votre QG de campagne, votre vision pour une Côte d'Ivoire réconciliée à travers un projet centré sur 3 axes, la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Et vous avez en face de vous 3 femmes qui ce soir justement ont vous posé des questions. Est-ce que dans vos différents axes que nous venons à peine de citer, vous avez prévu des points précis pour les femmes de Côte d'Ivoire? En face de vous, nous avons madame Mélanie Thieuwe, professeure titulaire de médecine, secrétaire administrative adjointe de l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Madame Marie Badi, bonsoir. Vous êtes présidente de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil. Merci, bonsoir. Et madame Rebecca Yao, experte genre et regroupement communautaire, présidente de l'ONG ivoirienne, Femmes ivoiriennes en politique. Mesdames, ce soir, la candidate est en face de vous. Commençons par vous, madame Rebecca Yao. On connaît le principe depuis hier. 2 questions à la candidate. Allez-y. Madame la ministre, madame la candidate Henriette Lagou, 47,8% du poids démographique, ce que pèsent les femmes. Elle représente également 48,3% de la population électorale. Cependant, elle demeure sous-représentée dans les sphères de décision politiques et administratives. La loi de 2019 sur les quotas de 30% représente une avancée notable. Mais vous, présidente de la République, que feriez-vous qu'à l'horizon 2030, on ne soit plus obligé de prendre des mesures de discrimination positive pour favoriser le positionnement des femmes? Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis contente d'être avec vous, d'être sur ce plateau et en face de mes jeunes sœurs qui évoluent et qui, par rapport aux gens, nous fait honneur. Parce que ce combat, nous l'avons commencé depuis longtemps, depuis jeune, comme vous. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a eu des avancées. Parce que nous sommes partis de Beijing, d'Addis, de réunion en réunion. J'étais alors ministre de la Famille. Quand ce combat a commencé, on n'avait pas de pourcentage du tout. Et puis nous avons pu obtenir, comme elle vient de le dire, les 30%. En vérité, moi, j'étais partant pour les 50%. Moi, j'ai dit tout de suite 50%. Il faut qu'on titille un peu les gouvernants qui ne prennent pas de décision pour que les femmes avancent de façon véritable. Mais en fin de compte, on a eu les 30%. Il y a eu des avancées dans les assemblées élues parce qu'à un moment donné, nous avons été obligés d'exiger la représentativité en zébré puis les listes pour les élections, la représentativité dans les assemblées élues. Et au niveau des nominations, nous avons aussi fait un combat pour arriver à des positionnements des femmes. Alors moi je le dis et je signe et je persiste. Si nous, femmes, nous ne sommes pas aux instances de décision, évidemment, nous ne serons pas pris en compte. Alors la question justement que Mme Rebecca vous posait, Madame la candidate, c'est que de 30%, avec tout le combat que vous avez mené et tout ce qu'on a entendu, que comptez-vous concrètement faire dans les faits? Quelles sont les actions précises que vous comptez faire pour que de 30%, nous allions à 50%? Merci, j'en arrivais, je faisais un développement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si je suis élue, on passe tout de suite à 50% de représentation. Ça c'est très clair. Il faut avoir le courage de l'inscrire. Il faut avoir le courage de remonter à 50% parce que de toutes les manières, si on reste à 30%, on ne va jamais atteindre. Aussi, il va falloir accompagner ces 50% par des actions concrètes et par des contraintes aussi de faire. Lesquelles? Écoutez, nous avons demandé la liste zébrée dans les assemblées élues. C'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, mais pas les femmes en dessous et les hommes au-dessus. Une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. À telle enseigne, au bout du compte, on se retrouve à atteindre les 50%. C'est un exemple. Alors, je me dis, moi, président, d'abord, je maintiens ça. Et au niveau de la gouvernance, je maintiens l'égalité. Et au niveau des nominations, je maintiens l'égalité parce que je suis convaincue que c'est la seule condition qu'on pourra avancer en termes de représentativité et en termes d'égalité d'ici 2025-2030. Très bien, Madame Rebecca, seconde question. Les femmes représentent 65% de la main-d'œuvre agricole. Cependant, le PNB 2021-2025 révèle que les femmes représentent la population la plus pauvre. Alors, quelle sera votre politique pour à la fois garantir la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique de la femme en milieu rural? Merci beaucoup. C'est vrai qu'au niveau rural,
Et au niveau agricole, la femme est énormément représentée. Mais il faut les organiser parce qu'elles sont pour le moment dans l'informel. Et évidemment, ça ne peut pas produire d'effet en termes d'autonomisation de la femme. Vous savez que nous avons nos sœurs qui produisent beaucoup. Mais il faut avoir accès à ces produits pour pouvoir les acheter. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la facilitation en matière de transport de produits des femmes. Aussi, j'étais en fonction ministérielle quand je suis partie en Chine et puis j'ai négocié de telle sorte qu'on puisse avoir des engins pour pouvoir sortir les produits des femmes bord champ. Ça va participer de l'autonomisation de la femme. Et une fois bord champ, arriver en agglomération plus élargie, permettre aux femmes d'avoir des camions pour pouvoir sortir les produits. Ça, c'est un effet au niveau agricole qui allait pouvoir aider les femmes à avoir de l'argent, si on peut appeler comme ça, à pouvoir faire sortir leurs produits, à pouvoir les évaluer et vivre de ce qu'elles font. Mais moi, je compte faire ça très bientôt parce que le 25 octobre, je serai élue. Et ça, en ce moment-là, au niveau rural, on va procéder à aider les femmes à se vivre. Vous les mettez à disposition gratuitement ou elles paient quelque chose? Mais non, pas gratuitement. Pas gratuitement. On les organise de telle sorte à payer et jusqu'à ce qu'elles soient, les coopératives en soient propriétaires. Voilà. Donc voilà autant de choses qu'on pourrait faire aussi. Ce qu'il faut faire, savoir, c'est la superficie cultivable. Parce qu'il n'y a pas de machine. L'agriculture est pour le moment non mécanisée. Et donc, ce n'est pas des grandes superficies, ce n'est pas des grandes surfaces que les femmes cultivent. Du coup, la production n'est pas suffisante pour pouvoir créer une autonomie réelle, une autonomie financière à la femme au niveau rural. C'est quelques exemples que je vous laisse. Très bien. Marie Badi, question pour vous. Allez-y. Merci Christelle. Dadi, pardon, allez-y. D'accord. Bonsoir Madame la Ministre. Le chômage, le sous-emploi sont de réelles préoccupations en Côte d'Ivoire. Vous, chère candidate à l'élection présidentielle, quelle sera votre stratégie dans votre programme? Je voudrais que ce soir, vous nous proposiez des solutions concrètes pour garantir l'accès à l'emploi formel et à l'entrepreneuriat de la jeune fille. Merci. Vous savez, au niveau du ministère de la Famille, nous avons les IFEF, les institutions de formation féminine. Il faut commencer par les formations, en parlant d'emploi, et procéder à l'adéquation formation-emploi. Et ça aide beaucoup. Moi, dans mon programme, je vais faire des IFEF dans les communes. Chaque commune a son IFEF. De telle sorte, apprendre la jeune fille dès le bas âge et commencer à la former à l'auto-emploi. Il faut aussi passer à l'auto-emploi pour que la femme puisse évidemment se former et profiter de cette formation, s'installer pour pouvoir être financièrement autonome. Ensuite, il faut créer des fonds de soutien aux femmes. Nous savons que les banques sur la place sont difficiles en termes de crédit, en termes de soutien à tout le monde et aux femmes singulièrement parce qu'on demande des arts, il faut avoir un aval, c'est que les femmes ne peuvent pas avoir. Dans ces conditions, il faut créer des fonds spéciaux pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et il faut que ce soit concret, et il faut que ce soit inclusif. Voilà, des fonds. Donc c'est autant d'actions. Il faut soutenir, c'est des décisions au niveau de la gouvernance, des décisions au niveau étatique pour soutenir ces femmes, créer des conditions de telle sorte que les femmes puissent réussir dans l'auto-emploi. Alors vous demandez aux banques de créer des fonds ou vous alimentez les banques si vous êtes président? On ne demande pas aux banques de créer des fonds. Les banques même existent, travaillent avec leurs fonds, mais au niveau de l'État même, il peut avoir des fonds spéciaux. On a vu des fonds spéciaux ailleurs. Nous avons été ministres dans le gouvernement. Ça peut se faire. Rien que pour soutenir la femme dans l'autonomie financière. Très bien, vous avez été ministre en 2000 et en 2002. Merci. Très bien, allez-y, seconde question. On assiste à la dépravation des mœurs en Côte d'Ivoire, accentuée par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous prévoyez face à ce phénomène pour l'éradiquer? Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures pour encadrer. Et il faut aussi protéger les femmes. Voilà. Il faut prendre des mesures pour protéger les femmes. Quelles mesures vous prenez, par exemple? Moi, je prends, par exemple, ce qui se fait, les viols de femmes, des mesures. Il faut créer des brigades. Des brigades qui puissent, évidemment, tout de suite intervenir quand il y a un problème de dépravation, un problème pour évidemment, attirer de telle sorte qu'il y ait des, comment on peut appeler ça, il y ait des sanctions qui peuvent être prises. Dans l'opérationnel, comment est-ce que cette brigade-là fonctionnera? Cette brigade des mœurs, par exemple, vous comptez, enfin elle existe déjà, mais vous comptez peut-être la renforcer. Comment est-ce qu'elle opère? D'abord, il faut renforcer et puis après, il faut rendre ça opérationnel.
Voilà, c'est ça. Il faut rendre opérationnel en ce sens qu'il faut mettre des personnes qui... pourquoi ne pas mettre même plus de femmes? Parce que c'est elles qui sont concernées directement. Dans la brigade. Dans la brigade. Peut-être beaucoup de femmes pour pouvoir protéger leurs sœurs, pour pouvoir protéger les autres. Donc voilà un peu. Et de façon pratique, c'est que nous avons des brigades qui existent déjà, des brigades au niveau des lignes, des brigades. Donc le fonctionnement n'est pas difficile, à mon avis. C'est pour sévir, c'est tout. Pour sévir, il faut faire de la prévention. Après, si ça ne marche pas, il faut sévir. Voilà. Très bien. Alors pour poursuivre justement la question de Mme Dadi, alors au-delà de la répression, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour influencer l'éducation? On ne pas justement arriver à la répression. Non, évidemment, c'est sûr qu'il faut faire de la sensibilisation d'abord. C'est très important. Et à tous les points de vue, au niveau de la famille, au niveau de la société, il y a des sensibilisations à faire. Beaucoup d'ONG le font. Les ONG le font. Mais maintenant, il faut axer sur, évidemment, des possibilités de mise en place du gouvernement. Le gouvernement devrait s'impliquer, moi, dans mon projet, devrait s'impliquer pour que ce genre de situation ne soit pas... ça, c'est-à-dire qu'on puisse faire de la prévention. Et il faut soutenir ces actions sur le terrain. Très bien, on va essayer de donner la parole donc à Mme Mélanie Tiaoué, professeure titulaire de médecine, pour sa question. Allez-y, Madame. Merci. Madame le ministre, élu président de la République de Côte d'Ivoire, quelles seront vos stratégies pour augmenter les statistiques au niveau de l'éducation? Actuellement, il existe 18% de femmes enseignantes au niveau du secondaire et 21% de femmes au niveau de l'enseignement supérieur. On sait que la femme est d'abord formatrice à la maison et elle veut aussi poursuivre cette formation-là dans un cadre. Quelles seront vos stratégies pour augmenter ces statistiques? Merci, c'est un peu ce que nous avons dit tantôt en parlant de 30%, de 50%. Il faut créer les leviers pour qu'on soit à 50%. On parle de 18%, on parle de 21%, pendant que nous avons les 30%. Cependant, au niveau de l'éducation, il faut commencer à la base. C'est très important. Il faut commencer à la base, la formation de la femme elle-même, et puis aussi, il faut que la femme même ose. Parce que c'est aussi un frein. Il faut le dire. Alors, dans l'éducation, nous avons moins de 30% de femmes qui forment, alors que nous savons que c'est la femme qui éduque. C'est la femme à la base, dans la famille, c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui amène les enfants à réussir en quelque sorte. Pendant que les hommes sont en train de fuir, nous sommes en train de créer des conditions pour que nos enfants... Les hommes se fuir, attention, vous voulez être président, vous avez besoin des voix des uns et des autres. Oui, non. Des chiffres qui prouvent que les hommes fuient. Ça veut dire quoi les hommes fuient? Non, écoutez, quand je dis les hommes sont en train de fuir, il ne faut pas voir de façon péjorative, mais il faut dire qu'on est d'accord que l'éducation de base repose sur la femme. Quand je dis filles, ils sont au travail. Peut-être que le mot est trop fort. Mais évidemment, les hommes sont ceux-là même qui nous apprécient le plus. J'étais dans les couloirs tout de suite, quand tous les hommes sont venus à Madame, on vous apprécie. Ne vous en faites pas, ils vont voter pour moi. Alors, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le taux n'est pas satisfaisant. Mais moi, je vous dis que je passerai à 50% et dans tous les domaines. Ça, c'est assez clair. Très bien. Nous sommes à 23, il me reste 2 minutes. Alors, question pour vous, Madame la candidate. Or, question préparée. Il nous revient. On peut se tromper, mais on aimera en avoir le cœur net. Est-ce que vous allez rejoindre le HDP? Parce que tu la circules, on a ces bruits de couloir. Ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question parce que quand les femmes commencent à percer, quand les femmes commencent à monter, évidemment, il faut tout faire pour les détruire. Et moi, je ne cède pas à cela. Non, non, non. Il y a beaucoup d'arrangements qui se font en politique. Vous savez bien que ce soit une femme, que ce soit les hommes, les groupements, ça se fait, ça se défait de toutes les manières. Moi, je suis entrée parce que j'ai mon aîné politique qui me l'a demandé et à un moment donné, c'était pas bon. Politique? Le président Henri Konan-Bédié, mon père politique, disons, j'ai dit mon aîné, père à son âme d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu des difficultés. Nous, on est un groupement centriste et nous n'aimons pas des problèmes politiques. Et c'était très difficile en ce moment. C'était je sors, je rentre, RADP unifié, non unifié, on ne comprenait absolument rien. Je suis allée le trouver. Et puis je dis dans ces conditions, moi je sors. Ben, moi j'ai écrit, c'était 2018-2019. Moi je suis sortie. Et moi je pense que son parti aussi est sorti du RADP. Ils ont créé ensemble, ils sont sortis. Ben, ceux qui sont sortis, qui ont créé, qui sont sortis, ils n'ont pas de problème. Moi je n'ai rien créé. On m'a demandé de rentrer. Bon, écoutez, ça ne me gênait pas. Et moi, je suis sortie parce que ça ne m'intéressait plus et on a fait une histoire d'État. Écoutez, il faut qu'on mette fin à ça une fois pour toutes. Je suis candidate pour toute la Côte d'Ivoire. Je suis candidate pas parce que je suis rentrée dans un parti, je suis sortie. Non, je suis candidate pour être présidente de la République le 25 octobre 2025.
On arrête de raconter des choses qui n'intéressent pas les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ont sûrement besoin de voter pour qu'une femme soit présidente de la Côte d'Ivoire. Et merci pour cette question. Je pense que ça va mettre fin à ces bavardages, à ces ragots. Parce que j'y vais complètement, je suis sur le terrain à fond et je suis convaincue que les femmes ivoiriennes seront